Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Alors avant de parler politique, purement politique, on va évoquer avec vous ce chiffre, 720. 720 €, c'est le montant qui correspond en moyenne à la perte du pouvoir d'achat des Français sur une grosse année, c'est ce que révèle une étude de l'INSEE. La raison principale, c'est la flambée des prix de l'énergie, et cela malgré les dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place. Ça touche essentiellement les classes modestes, nous dit l'INSEE. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder un peu ce qui se passe aussi autour de nous quand même. C'est-à-dire que ce chiffre est tout à fait vrai et pose énormément de difficultés. C'est énorme, 720 € en moins. Oui, mais en même temps, le taux de l'inflation dans notre pays, qui est à peu près à 6%, est la moitié de la zone euro. On se retrouve dans une situation où on est le 5e pays au monde dans le moins touché par l'inflation. Ça veut dire que c'est plutôt mieux géré. Et quand l'Allemagne est à 10% par exemple. Voilà, ce qui est quand même pour une fois assez très impressionnant. Alors bien sûr, il y a des aides complémentaires avec ce qu'a fait Madame Borne, le chèque de 100 € pour les classes moyennes. Bon, il y a la nécessité de faire en sorte qu'on regarde un peu ce qui se passe à l'extérieur et que malgré tout, on est mieux qu'ailleurs. Voilà, alors c'est pas le lot de consolation. Mais pour autant, on est mieux qu'ailleurs. D'abord, c'est la première des choses. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on fasse tous des efforts les uns et les autres et que l'on aide le plus possible les classes moyennes qui ont le moins de moyens. Et surtout, on se rend compte dans cette étude que plus on s'éloigne des grandes villes, plus la perte du pouvoir d'achat est élevée. C'est sans grande surprise, j'allais dire, on le sait très bien. On est à la campagne, on est dans les milieux ruraux, on doit utiliser sa voiture, ce sont le prix du carburant, c'est aussi se chauffer avec des coûts de l'énergie. Mais quand même, ça peut interroger, notamment pour un politique, quand on sait qu'il faut s'adresser, qu'il faut parler à ces classes qu'on considère moyennes ou modestes. Vous voyez, au niveau des régions, nous, en tout cas, on a mis en place des moyens sur tout ce qui dépend de nous, c'est-à-dire les lycées, les transports, les zones économiques, dans tous les territoires qui sont les territoires, par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de montagne, on a trouvé des solutions, on apporte des moyens, on a passé des accords avec tous les artisans, c'est près de 100 millions d'euros que l'on injecte dans l'artisanat, qui est les TPE, le PME, qui est le réseau essentiel dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour apporter des solutions. Mais la difficulté, pour le politique, c'est toujours le ressenti, le sentiment entre les mesures qui sont mises en place et qui peuvent être très bien et ce que la population, ce que le Français ressent. Si à la fin du mois, il ne peut pas remplir son frigo, on a beau lui dire, on a injecté, on vous a donné un chèque de temps, si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Enfin, ça ne se fait pas, mais il suffit qu'il regarde aussi un peu ce qui se passe à côté quand même. Donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais regardez, ça se passe mieux ici qu'ailleurs. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est satisfaisant ? C'est la première fois qu'on a les 5 puissances au monde où on a le taux d'inflation le plus bas. On fait la moitié de la zone Europe. Et donc, c'est quand même la preuve, malgré tout, que tout ce qui est mis en place par la politique au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental ou dans nos communes, ça amortit le plus possible les chocs. Mais on ne peut pas lutter contre le fait qu'il y ait le prix du gaz, qu'il y a la guerre en Ukraine, et donc nos économies sont fragiles. La souveraineté industrielle est indispensable. Avoir les moyens d'avoir sa propre indépendance. Enfin, je veux dire, ce qu'on voit pour l'électricité, c'est quand même une histoire de fou. Et là, on paye cash des années d'abandon du nucléaire. Et donc, on voit bien que l'idéologie partisane fait en sorte que si on met du mix énergétique, c'est un peu mieux. Ça nous évitera de réouvrir les usines à charbon, comme ils le font en Allemagne. Et voilà, donc tout ça fait en sorte qu'il faut être raisonnable. Et inflation, perte de pouvoir d'achat, est-ce que ça ne vous inquiète pas, cette possible cocotte minute sociale qui peut exploser à tout moment, et on pense surtout en janvier, lorsqu'il y a un certain nombre d'aides qui ne seront plus sur la table et dont ne bénéficieront plus les Français, à un moment donné, hop, c'est l'allumette et c'est parti. On vient de parler là sur le plateau du problème de la SNCF. Il y a aussi ceux qui mettent le feu aux poudres en permanence. Si on explique un peu que finalement c'est moins mal qu'ailleurs, nous on a plus de mal à se chauffer, on diminue la température, on le met à 19-20, bon, juste à côté en Ukraine, ils ne sont pas chauffés, voilà. On est quand même en paix, on a quand même la sécu, on a les transports qui sont pas si chers que ça, enfin tout est pas si cher que ça, on vit en paix, dans une démocratie en paix, mais c'est sûr que si en permanence on dit tout va mal, c'est un désastre, on va tous mourir, comme on peut le dire toute la journée, ben ça aggrave le cas. Donc moi je pense pour une pédagogie, pour rappeler un peu quand même que finalement, on est en paix, ça va bien, c'est les fêtes. Et quand on voit la démarche de la SNCF aujourd'hui, où c'est juste les contrôleurs qui font grève... On rappelle, SNCF qui dit aujourd'hui, on maintient un préavis de grève sans appel à la grève, sans appeler à cesser le travail. Est-ce que vous comprenez ? Et pourquoi ? On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'ils font et on ne sait pas pourquoi ils le font. Et au moment où ça a impacté le plus les gens qui disent « Allez les gars, c'est mes fêtes »,
Donc tout ça n'a pas de sens. Et donc cette pression permanente par des gens qui en permanence veulent que ça aille mal, veulent rappeler que ça va mal, veulent rappeler que tout va mal, dans des moments où on se serre tous la ceinture, au moment où on sort du Covid, au moment où cet été quand même tous nos bars, tous nos cafés, tous nos hôtels, tous nos restaurants, tous nos trains, tous nos hôtels étaient pleins parce qu'on retrouvait la vie, moi j'aimerais bien qu'on appelle un peu à vivre. Même si on vit avec moins d'opulence qu'avant, moins d'abondance qu'avant, mais voilà, on vit. Et finalement, c'est très agréable la vie en toute liberté. On parlait du contexte social il y a un instant. On sait qu'il y a la réforme des retraites qui arrive, mais après la réforme des retraites, vous, en tant que patron de région, quelle grande réforme économique, à votre avis, il faudrait aujourd'hui mener? Parce que c'est une des questions. Il y a un député Renaissance, Charles Sissentul, député ex-LR d'ailleurs, aujourd'hui Renaissance, qui disait dans Le Point, la question de l'organisation territoriale du pays doit être posée. C'est sans doute encore plus prioritaire que la réforme de l'État. Ça doit vous parler, ça. Une grande réforme de l'organisation territoriale. En gros, ce qu'on avait fait sous François Hollande, hop, on revoit ça, c'est ça? En gros, moi, vous savez que je suis un profond décentralisateur. Et donc, je crois, et on l'a vu dans la crise du Covid, que nous, on est responsable du dernier kilomètre. Nous, on est capable d'organiser le dernier kilomètre. L'État n'y arrive pas. L'Europe n'y arrive pas. Alors, ils peuvent prendre des grandes stratégies, donner des milliards, organiser des grandes stratégies, etc. Sans nous, ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne peuvent pas y arriver. On l'a vu avec le Covid. Pour la distribution des masques, pour la prise en charge des tests, pour tout ce qu'on a fait, nous, les régions, dans ce moment de crise, on est complètement sortis du cadre législatif traditionnel dans le cadre de nos responsabilités telles qu'elles sont prévues par la loi. Et donc, moi, je suis pour une grande décentralisation, faire confiance au territoire, où nous avons la capacité, incontestablement, d'organiser nos territoires. Les zones d'activité, les zones économiques, le transport interurbain, c'est nous. Je veux dire, pourquoi vous ne nous laissez pas faire ? Pourquoi on ne peut pas avoir plus de poids sur les ARS alors que c'est nous qui cofinançons les hôpitaux pour acheter du matériel qu'ils n'ont pas? On vous l'a promis au sein du gouvernement, cette grande réforme, nouvelle étape de la décentralisation, mais ça veut dire quoi? Non, mais je ne crois pas, de toute façon. Donc, vous y croyez pas? Non, j'y crois pas, parce que de toute façon, on ne l'a pas vraiment eu avec la loi 3DS qui a eu lieu dans le gouvernement précédent, qui était une régularisation d'un certain nombre de dysfonctionnements, ce qui est très bien, mais largement insuffisant. Là, aujourd'hui, compte tenu de la majorité qui existe au Parlement, on ne l'aura jamais. Donc moi, je suis pour les expérimentations par territoire. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec la Première ministre, où nous, on est pilote en ce qui concerne tout le développement environnemental, puisqu'on vient de voter le premier budget vert d'Europe, 100% climat, 100% positif. Et donc, ce qui fait en sorte que là, on a la capacité de copiloter avec le préfet de région la totalité des capacités de l'État. On a besoin de l'État, mais aussi de la volonté des territoires. Et là, on est à la manœuvre. Donc, je pense que l'expérimentation par territoire est un moyen de contourner la décentralisation. Ça va mieux entre Emmanuel Macron et les élus, les territoires. Ça a été compliqué. C'est toujours compliqué. De toute façon, on est dans un pays qui marche beaucoup par silo. La faute au président? Un peu? Beaucoup? La faute à l'héritage du fonctionnement de notre pays. Je veux dire, dans la crise du Covid, c'est pas la faute du président. Si le ministère de la Santé ne parlait pas au ministère de l'Intérieur, qui ne parlait pas au ministère de la Défense pour organiser la distribution du matériel. Donc on a des administrations, les élus. Donc on a des administrations qui sont centralisées, technocratiques et par silo. C'est pour ça que le président en hérite. Est-ce qu'il aggrave ou non la situation? Je ne sais pas trop. En tout cas, nous, en tant que président de région, avec les collectivités territoriales, quand nous avons fait Territoires Unis, c'est-à-dire les mairies, les maires, les départements et les régions, on a rappelé les blocs de compétences et insisté pour que dans ces blocs de compétences, chacun retrouve sa responsabilité. Vous parliez du Covid à l'instant. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier avis du COVAR, c'est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. C'est lui qui a succédé au conseil scientifique de l'époque de la crise Covid. Eh bien, hier, on apprend en gros que ces scientifiques qui bottent en touche sur oui ou non port obligatoire du masque. En gros, certes, ils listent les inconvénients et les avantages, mais ils ne disent pas on doit le rendre obligatoire. En gros, c'est chacun est responsable, chaque individu. Ça vous convient, ça? Moi, j'aime bien ça. Ouais. Moi, j'aime bien. On a entendu tellement de bêtises de soi-disant scientifiques la dernière fois que là, si on a un peu plus de modération, c'est pas mal. Ce que je propose, ce que je préconise, c'est aussi, vous êtes dans les transports collectifs, mettez le masque. C'est pas grand-chose dans du transport. On voit bien aussi que ceux qui ont le Covid aujourd'hui, c'est des Covid beaucoup moins violents, qui vont beaucoup moins en réanimation qu'avant. Mais enfin, si on se vaccine, c'est bien. Donc, il faut inviter à porter le masque, il faut inviter à se vacciner. Et je crois que la population française aujourd'hui est beaucoup plus sensible. Et on voit bien tous ceux qui sont contaminés en ce moment. On en a beaucoup autour de nous. Le Covid est beaucoup moins violent et les réanimations ne sont pas pleines. Donc, ça nécessite plus de pédagogie et moi j'aime bien la responsabilité personnelle. Chacun, on est dans un pays libre, donc d'injonctions qui viennent d'en haut et disent on doit faire ça. Ça marche pas, ça marche plus. Surtout quand on dit beaucoup de bêtises.
Rappelez-vous quand même, hein, on nous a expliqué que le masque, on ne savait pas le porter parce qu'on était trop bêtes, quoi. Donc, quand on dit pas de bêtises, c'est pas mal. Et faire un peu de pédagogie positive vis-à-vis de la population. Ils ne sont pas du tout bêtes, nos amis français. Ils ne sont pas cons du tout. Hein. Pas les prendre pour des imbéciles. Ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des veaux. Ils comprennent très bien. Et donc, quand on leur impose quelque chose qui ne correspond pas à ces sentiments populaires de bon sens, ils n'y vont pas. Voilà. C'est aux responsables politiques, oui, mais aux médecins de profession aussi que je voulais m'adresser sur un sujet qui intéresse, j'imagine, tous nos téléspectateurs. On voit beaucoup ces jours-ci d'articles sur paracétamol, amoxicilline, des pénuries de médicaments, et ça touche, je dirais, c'est une gestion à laquelle doit faire face l'ensemble des gouvernements européens. Pas seulement la France, mais la France, bien sûr, est concernée. Comment trouver des réponses aux ruptures de stock de médicaments pour éviter justement qu'on en arrive à une pénurie? Est-ce que vous, en tant que médecin, ça vous inquiète et vous dites, attendez, il y a quelque chose qui à un moment donné n'a pas fonctionné, c'est dû à l'action et à la non-gestion de l'exécutif, ou finalement peut-être aux Français qui en consomment trop? Non, dans un premier temps, 70% ou 80% de la production de nos médicaments sur le monde occidental est fait ou en Chine ou en Afrique. Bon, donc il y a peut-être un problème aussi. Ça veut dire que des relocalisations, par exemple, qui ont été faites partielles, ça n'a pas suffi, ça n'a pas marché, ça n'a pas eu lieu. Pas suffisamment, en tout cas. Bon, pas suffisamment. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un travail de fond très important, et ça, c'est le gouvernement. Parallèlement à ça, bon, tout le monde est soigné quand même. Tout le monde a des médicaments. La réalité, c'est que, toujours pareil, on a l'habitude, nous les Français, de partir avec une prescription qui fait en sorte qu'on achète une boîte entière alors qu'on a besoin que la moitié de la boîte. Et on a dans nos pharmacies, à nos maisons, des boîtes entières de médicaments qui sont à un moment ou un autre périmés qu'on jette. Donc là, si dans le cadre de cette non-abondance, il n'y a quand même pas de pénurie, mais il y a la gestion de la prescription médicale. Et dans la prescription médicale, vous avez vos boîtes. Mais si vous n'avez pas vos boîtes, c'est au médicament ou à la pilule en fonction de ce qu'on vous aime. Mais après tout, c'est pas grave, tout le monde est soigné. Sauf que vous ne partez pas avec votre boîte. Vous partez avec vos pilules. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, alors à ce moment-là, on dit, ouais, mais attention, il ne va plus y en avoir, c'est un drame, c'est un désastre. Allez, paf, on achète 3-4 boîtes, on achète en plus si on peut là-dedans. Comme ça, on crée bien la pénurie, on crée bien le problème. Alors que si on suit la prescription du médecin en partant avec la pilule, et le nombre de pilules nécessaires dans le cadre de la durée du traitement, vous êtes soigné. Alors là, c'est le médecin, j'entends, qui parle, et le politique. Justement, vous avez commencé à l'évoquer sur cette absence ou ce manque de gestion d'une éventuelle pénurie ou la question de la souveraineté industrielle. C'est ça, en fait, qui y a derrière sur la souveraineté pour avoir des entreprises installées en France qui produisent ces molécules, qui produisent ces médicaments. On a l'impression que là-dessus, il y a eu à un moment donné un stop et qu'on n'a pas trop anticipé et travaillé là-dessus. On a bien vu quand même que maintenant, à la guerre en Ukraine, et la guerre à la Bondo, quand même, tout augmente. Alors c'est l'aluminium, c'est les photovoltaïques, c'est les médicaments, c'est l'énergie. On voit bien que quand même, la puissance européenne est là pour organiser et structurer sa défense industrielle et énergétique. Elle a peut-être un peu oublié, et que parallèlement à ça, elle se réarme aujourd'hui pour le faire. Et on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc il y a ce gap toujours qui fait en sorte qu'on dit pourquoi vous ne l'avez pas fait? Avant, il n'y avait pas la guerre. Voilà. Mais par contre, moi, c'est ce qui m'irrite le plus, c'est l'histoire des centrales nucléaires. Et il y a quand même des entreprises, effectivement, qui s'installent, qui se réinstallent en France. On va parler politique, Renaud Muselier. Il y a quasiment un an, jour pour jour, c'est le 21 novembre 2021, vous étiez ici même, sur ce plateau à Elsie, et vous annonciez votre départ des Républicains. Vous ne vous y retrouviez pas, selon vos mots. Vous disiez, la question est simple, quelle est notre porosité avec l'extrême droite? La question n'est pas claire du tout. Dans votre viseur, c'était Éric Ciotti. On rappelle, il était candidat au congrès LR pour la présidentielle. Un an plus tard, le même Éric Ciotti, ça y est, président du parti Les Républicains. Est-ce que, un, vous vous posez la même question, et deux, est-ce que vous avez la réponse? Moi, je ne me pose plus de questions sur LR, comme ça le premier est réglé. Moi, je pilote ma région malgré LR et avec LR, puisque j'ai gardé l'investiture, mais c'était contre moi, ce qui est toujours un paradoxe incroyable, où j'ai 14 composantes politiques, et j'ai élargi ma majorité en 85, et j'essaie de faire en sorte que la région soit bien gérée, il n'y a pas de problème. Au niveau national, bon, écoutez, il a gagné en 2 tours, voilà, donc bon, je m'en mêle pas, je ne vais pas m'en mêler, je ne commente pas, on verra bien l'usage. Ce qui est intéressant surtout, c'est que finalement un parti politique est fait pour faire de la politique, et donc pour essayer de se programmer pour les élections sur une ligne politique derrière un leader. Donc, la prochaine échéance, c'est quoi? Ce sont les européennes. Donc la prochaine échéance, c'est les européennes. Donc les européennes, qui va aller tirer l'étiquette, l'étendard LR, donc qui elle va être le chef de file, sur quel discours face à tous les autres qui sont là, et est-ce qu'il va y avoir
des défections dans les rangs des sortants pour essayer de sauver leur peau, parce que si vous faites moins de 5, comme au présidentiel par exemple, vous avez 0 élu. Et ça m'intéresse beaucoup. Les sortants, c'est quoi? C'est qui? C'est Nadine Morano? Il y en a 8, donc vous avez qu'à piocher Morano, dedans. par exemple. Vous avez donc rejoint, vous, officiellement les rangs du parti Renaissance. Justement, Éric Ciotti... C'est important parce que on ne peut pas avoir en permanence... Moi, je me souviens que j'avais été élu dans les plus jeunes députés de France. Ouais. À l'époque, on était près de 450 quand même. Hein. Bon, là, 62 députés. 62. Ils ont je crois qu'il y a même un président de région qui va les quitter dans les jours qui viennent. Donc, ils ont perdu les députés, ils ont perdu les ministres, il n'y en a plus. Il ne reste plus que le Sénat avec la puissance de Gérard Larcher, puisqu'il est patron finalement du Sénat et de la commission mixte paritaire, ce qui lui donne le pouvoir. C'est lui le vrai patron finalement de LR ? C'est lui le vrai patron. Et avec ça, vous avez plus de maires dans les villes de 100 000, plus de 100 000, et vous avez dans les départements où les maires de taille moyenne qui s'en vont maintenant. Donc c'est quand même pas le fruit d'une très grande stratégie. J'entends bien tout, moi, mais l'histoire montre que quand même, ils se sont tous un peu recroquevillés plutôt qu'épanouis. Quand vous avez rejoint officiellement les rangs de Renaissance, Éric Ciotti tweetait « Le mot traître a un nouveau synonyme, muselier. Les dictionnaires l'intégreront très prochainement, méprisable et ridicule. » Je l'invite à regarder déjà le dictionnaire. Dans le dictionnaire, il y a muselier, mais l'amiral Muselier, qui a donné la Croix de Lorraine à la France libre, qui est un compagnon de la Libération et qui est un homme assez exceptionnel. Il verra ça vraisemblablement avec ma famille, qui verront bien lui expliquer comment ça fonctionne, ce genre d'injure publique. Alors, vous avez dit dans une interview à la Provence que vous rejoignez effectivement Renaissance. Pourquoi ? Parce que c'est le seul parti raisonnable, dites-vous, où il n'y a pas de guerre d'ego. Alors, j'ai relu à 2 reprises cette phrase où vous dites « il n'y a pas de guerre d'ego ». Vous connaissez par cœur la vie politique, par cœur les instances et les partis politiques. À Renaissance, il n'y a pas d'ego. Si, il y a des égos, bien entendu. Mais par rapport à ce que j'ai vécu ailleurs, c'est quand même, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des égos, et heureusement qu'il y a des égos. Il y a toujours des ambitions. S'il n'y avait pas d'ambition, mais je sors d'une maison où il n'y avait plus rien, si ce n'est que de la guerre d'égos. Et donc, moi, je rends toujours hommage à mon ami Christian Jacob, qui a essayé d'arranger tout ça. L'ancien patron. L'ancien patron, tant bien que mal. Enfin, il mettait la poussière sous le tapis, quoi. Enfin, là, c'est un désastre, tout ce qui se passe ailleurs. Donc, quand on arrive là, on dit, mais c'est quand même vraiment apaisé, cette histoire. C'est vraiment très agréable. D'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas rejoint Horizon, le parti d'Édouard Philippe ? C'était, je dirais, la stratégie même de l'ancien Premier ministre de dire tous ceux qui, ça y est, quittent LR, plutôt que d'aller à Renaissance, allez, qui viennent vers moi, qui viennent chez moi. Vous avez fait le choix de Renaissance. Mais j'entends très bien cette démarche-là qui est tout à fait bien jouée, d'ailleurs, de la part d'Édouard Philippe. Sauf que si je vais à Horizon, si les autres vont à Horizon, vous allez derrière Édouard Philippe. Vous êtes de nouveau dans une écurie présidentielle. Alors, je ne suis pas sorti d'une écurie présidentielle dans laquelle j'ai eu tous les matchs possibles et inimaginables depuis l'époque de Jacques Chirac, pour me retrouver de nouveau dans une écurie présidentielle au profit d'un candidat. Bon, j'ai gardé ma liberté, j'ai ma liberté, je connais tout ça par cœur. Parce que chez Renaissance, du coup, on n'a pas de candidat encore, c'est ça que vous dites ? Exactement. Mais donc on est tout à fait libre, et puis ils vont le désigner, ils vont avancer, ils vont traiter leur sujet, petit à petit, ça va se décanter. Mais en tout cas, j'ai ma liberté. Puis après, on verra bien ce que je ferai. Mais en tout cas, j'ai ma liberté, et si on va à Horizon, on est derrière Édouard Philippe. C'est un choix contraint. Moi, je suis un choix libre. Dernière petite question, pour faire le résumé, le tour global. La droite aujourd'hui, elle est encore... Je me connais la réponse de ce que vous voulez me dire, chez LR, ou elle est plutôt dans cette droite macroniste qui est quand même éparpillée, on le voit, entre un Gérald Darmanin, entre un Bruno Le Maire, et puis j'élargis à Édouard Philippe sur une droite plus large. Elle est là aujourd'hui, la droite ? Ce que je constate, c'est que vous ramenez la droite à ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un leader, et qu'aujourd'hui, elle n'en a pas. Et donc, c'est toujours le problème de la droite. Tant que vous n'avez pas de leader, la droite, elle a du mal. Puis la droite, c'est aussi des électeurs. C'est des gens comme vous et moi, enfin, vous, je sais pas, mais comme moi, en tout cas, qui votent et qui, quelque part, sur leur propre territoire, représentent des électeurs. Et dans ces électorats-là, on constate quand même que l'électorat de droite, il est plutôt chez Macron, dans les villes, dans les territoires, qu'aujourd'hui chez LR. Et on l'a vu aux dernières présidentielles, comme on l'a vu aux dernières législatives. Merci Renaud Muselier. Juste avant, un petit mot de foot. J'imagine que vous avez regardé ces images, ce retour des Bleus hier, triomphe, place de la Concorde, ils étaient sur le balcon du Crillon, les clappings avec Olivier Giroud. Votre coup de cœur, votre joueur préféré de ce mondial, des Bleus, les Bleus? Moi, avant la finale, j'avais Griezmann, mais il fait une mauvaise finale. Et après, c'est l'équipe dans sa globalité. Et puis après, il y a le talent absolument invraisemblable de ce but fantastique de Mbappé, quoi. Bon, on restera sur ça, ce quand même, là, c'est quand même... Bravo. C'est un geste technique. Voilà. Bravo Kylian Mbappé et à nos Bleus. Merci beaucoup.